Allez, on va continuer à dérouler ce rapport d'activité avec les axes stratégiques. Et donc, on va maintenant passer à la coopération territoriale. Alors, qui se présente là, qui s'affiche sur le grand écran. Et pour ça, eh bien, nous allons accueillir celui qui est le directeur général de l'ADAPI Aria Vendée. Il a fait quelques kilomètres pour venir jusqu'à nous. Nous allons parler ESATCO. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir Monsieur Patrick Soria. Voilà, qui arrive. Et Frédéric Leroux qui va l'accompagner. Je vais vous mettre deux micros. Voilà, asseyez-vous, prenez place pour évoquer effectivement ce chapitre avec comme point d'orgue la signature d'une convention, la convention de la plateforme ESATCO que nous allons signer d'ici quelques minutes. L'ADAPI 44 n'est pas là, mais on a reçu un petit film. Merci, Monsieur Soria, d'être avec nous aujourd'hui. Une marque ESATCO qui est née dans les Côtes-d'Armor en 2012, qui s'exporte, qui est déjà bien ancrée dans le 44 et qui bientôt chez vous, je crois que c'est en septembre 2018, eh bien, va voir le jour. Donc, je voulais vous demander tout simplement, en premier lieu, pourquoi avoir fait ce choix des ADCO et qu'est-ce qui vous a réellement motivé à adopter cette marque dès le mois de septembre donc. Alors, ça a été un assez long processus. La première fois qu'on a découvert la marque ESATCO qui a été développée par alors l'ADAPI du 22, avant de devenir l'ADAPI Les Noël, c'était par l'intermédiaire du prédécesseur de Frédéric, Jacques Lédois, qui est venu nous présenter auprès des 5 directeurs généraux de la région des Pays de la Loire cette marque, ce projet, la marque éthique ESATCO. Et ça nous a bien plu. En tout cas, là, je vais parler pour ce qui est de l'ADAPI, qui est devenue l'ADAPI Aria, parce que on trouvait intéressant d'avoir une marque qui permet d'avoir une identité pour l'ensemble de nos ESAT et l'ensemble de nos entreprises adaptées. Ça nous permettait aussi de structurer des filières d'activités auxquelles on pensait depuis un certain temps, mais pour lesquelles les choses n'étaient pas encore devenues une réalité. Et surtout, il nous semblait important de pouvoir rattacher cette marque bien au-delà du département. L'idée d'effectivement d'aller sur un territoire beaucoup plus large, parce qu'on peut avoir certains de nos clients ou donneurs d'ordre qui peuvent se retrouver implantés sur plusieurs départements, voire plusieurs régions. Et on trouvait intéressant de pouvoir aller vers une plateforme de marque. Voilà. Ça, c'était il y a 5 ans, mais nous, il nous fallait un petit peu de temps pour nous organiser, d'où le mois de septembre prochain, 5 ans en tout, parce qu'on considérait qu'il était possible de véritablement exploiter la marque ESATCO à partir du moment où nous avions une organisation qui le permettait. Donc, il nous a fallu, dans un premier temps, développer une direction du développement et commercial à l'échelle de l'association tout entière, et puis par ailleurs, véritablement structurer nos filières d'activité et nos domaines d'activité stratégiques, ce qui est chose faite. Et le deuxième point, il fallait que notre stratégie de communication soit un peu mieux formalisée. C'est chose faite aussi à l'échelle de l'association, et du coup, ça nous permettait de le décliner à l'échelle du pôle travail-vie professionnelle. Et actuellement, nous sommes en train de finaliser l'ensemble des supports de nos plaquettes dans le respect de la charte visuelle des ADCO, et ce sera opérationnel dans quelques semaines maintenant. Il vous a fallu du temps donc pour organiser ce changement. Est-ce qu'il vous a fallu du temps aussi pour convaincre vos cadres, la direction, les administrateurs, trouver les personnes ressources pour piloter ce projet et puis préparer le changement? Convaincre, il a fallu peu de temps. Au niveau de l'ensemble des directions, chefs de service des ESATEA, très rapidement, quand on a présenté l'idée, le projet, montré les exemples de ce que faisait déjà le 22, très rapidement, ça a été partagé par la quasi-totalité de nos équipes. Au niveau du conseil d'administration, enfin bureau puis du conseil d'administration, les choses aussi ont été convaincantes rapidement, mais il nous fallait dans un premier temps bien bâtir la stratégie de développement du pôle d'activité de travail vie professionnelle. Donc, on a d'abord construit cette stratégie, c'était il y a 2 ans, et concomitamment à l'adoption de cette stratégie, notre conseil d'administration a approuvé l'adhésion à la marque ESATCO. Donc, c'était il y a maintenant un peu plus de 2 ans de cela, mais avec les petites conditions que j'ai citées il y a un instant, toute notre organisation, notre structuration pour que ce soit un succès. Enfin, nous espérons que ce soit un succès. Voilà.
lors de Vivement l'AG 2017, on avait présenté notre campagne de communication. Voilà le visuel qui s'affiche derrière vous. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est peut-être la question d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec ESATCO Côte d'Armor, avec ESATCO Loire-Atlantique? Il y a des marchés à prendre, peut-être sur une partie de l'Ouest. Vous y avez déjà pensé ou pas? On ne l'a pas forcément raisonné de cette manière-là, mais par contre d'avoir une approche cohérente. Les différentes associations que nous sommes, en utilisant une même plateforme de marque et une même plateforme tout court de développement, on est plus cohérent, on est plus visible, on partage notre professionnalisme. Et je pense que pour nombre de donneurs d'ordre, quand ce sont des donneurs d'ordre qui sont vraiment très très locaux, ils sont peut-être un peu moins sensibles à l'idée d'une plateforme transrégionale, mais par contre, ils voient bien l'importance d'un rattachement quand même à quelque chose qui dépasse les ZAT en proximité. Par contre, pour certains donneurs d'ordre, je ne sais pas, la grande distribution ou autres, qui ont des implantations qui dépassent largement les frontières de la Vendée, de savoir que c'est un ensemble plus vaste avec des actions qui sont coordonnées, je pense que c'est un réel atout. Avant de donner la parole à Frédéric Glorot, on va écouter Marc Maradour, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous. C'est le directeur général de l'ADAPI Loire-Atlantique. Et nous lui avons posé la question, effectivement, depuis qu'il est passé sous la marque ESATCO, eh bien, les avantages qu'il en retire et également ce qu'il pense de cette convention. On l'écoute, on le regarde. ESATCO, pourquoi ESATCO, au niveau de l'ADAPI de Loire-Atlantique, permettait d'unifier d'une seule image l'ensemble du travail réalisé dans nos ESAT. Parallèlement à cela, il y avait une démarche identique qui se déroulait au niveau de l'ADAPI Noailles. Donc, je dirais pourquoi ne pas y aller. Et effectivement, le fait d'unir nos forces, et j'apprends que la Vendée va aussi signer ce jour, donc unissons nos forces, et je pense qu'on aura beaucoup plus de visibilité sur le travail protégé pour l'ensemble des acteurs de ces deux régions que sont les Pays de la Loire et la Bretagne. Les avantages sont évidents. Je voulais grande visibilité, plus grande visibilité de nos ESAT à l'extérieur. Les gros donneurs d'œuvre nous connaissent. Ils perçoivent que l'on travaille ensemble. Et ce qui est important dans une marque, c'est pas simplement que ça puisse nous faire plaisir. C'est à la limite de travailler ensemble, c'est toujours un plaisir que de travailler avec les collègues d'autres départements, mais surtout que nos clients nous repèrent. Et avec du recul, effectivement, c'est une plus grande lisibilité des ESAT de l'ADAPI de Loire-Atlantique par nos différents clients. Entre le triangle Vendée, Loire-Atlantique, Côte d'Armor, il reste des départements limitrophes. Donc j'espère que d'ici 2 ans, d'autres départements nous auront rejoints, au moins sur les deux régions, la région Bretagne et la région ligérienne, et pourquoi pas rêver d'un ESATCO Arc-Atlantique. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais signer cette charte et la remettre à mes collègues qui sont présents ce jour. Tenez. Voilà, merci Monsieur Maradour. Le document signé par Marc Maradour se trouve sur la table. On va tout à l'heure aller à notre tour signer. Frédéric Glorot, votre collègue du 44 parle d'un ESATCO Arc-Atlantique. Peut-on rêver de ça demain, dans quelques années ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? La force de ce dispositif, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 4000 professionnels au service d'un territoire rapproché, puisque Loire-Atlantique-Bretagne, on est sur des bassins d'emploi assez proches. Nous, on a nos bassins. La Loire-Atlantique, notamment Nantes, on a beaucoup. On a vu qu'au niveau des Côtes d'Armor, ça pouvait déjà impacter largement les grands comptes, puisqu'il y a des marchés qu'on a pris qu'on n'aurait jamais pu prendre, ou alors avec une organisation un peu compliquée. Donc pourquoi pas cet arc Loire-Atlantique-Bretagne. Je crois que ce qu'il faut bien, et c'est tout le travail qui a été fait, toute la valeur ajoutée, à mon avis, de ce travail qu'on a pu mettre dans cette convention. Enfin, moi, je suis particulièrement fier du travail qu'on a fait, puisque c'était réussir à travailler aussi un peu la gouvernance, parce que pour être dans une même équipe, il faut partager la même tactique. Et c'est vrai qu'il y a des entrées commerciales. Il y a beaucoup de choses qu'on fera au niveau aussi, tout simplement, des montées en compétences des personnes qu'on accompagne. Voilà, il y a certainement beaucoup de projets de formation à travailler ensemble.
Des campagnes de communication. Voilà, je crois qu'il y a, ensemble, on est plus fort. 3 grosses organisations comme les nôtres qui touchent 3 régions. Si on arrive à bien travailler, on arrivera aussi à fédérer d'autres acteurs. Donc on a, je ne vais pas dire qu'on a un boulevard devant nous en termes de projets, mais on a beaucoup de choses qui peuvent se faire. On a une charte graphique, voilà, qui va permettre aussi une lisibilité, parce que c'est important. Un des moteurs de ce projet, c'était quand même rendre lisible le travail protégé. Hein, donc je crois que pour le coup, on est en passe d'y arriver, et plus on sera bon en com, plus on y arrivera. Voilà, donc on va construire, on va avancer comme ça, travailler la gouvernance, parce que ça exige qu'on se rend compte voilà, assez régulièrement, de manière à ce qu'on puisse partager des choses, que nos équipes se rendent compte au niveau des productions. Et voilà, et je pense on avancera tous dans la même direction. Donc peut-être un arc, je ne sais pas, même Grand Ouest jusqu'à Biarritz, tout ça, parce que ça peut être sympa, plus bas. Effectivement. Pour l'instant, vous êtes 3. Hein, et le défi de demain, certainement, Patrick Soria, effectivement, c'est de faire en sorte que d'autres départements, d'autres régions adhèrent aussi à ESATCO. Je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a effectivement de continuer de convaincre d'autres associations du mouvement vous sur d'autres départements. Non, je sais pas. Là, on l'a surtout fait au niveau de la région Pays de la Loire, c'est-à-dire de continuer de voir au niveau de nos collègues si d'autres seraient prêts à rejoindre. Certains nous ont donné des calendriers, parce qu'évidemment, ça ne peut fonctionner que si on arrive à respecter les rythmes, les logiques et les priorités de chacun. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est un élément important, mais c'est un sujet, en tous les cas, au niveau des Pays de la Loire qui est abordé avec régularité, et donc il est très probable que d'autres rejoindront prochainement la marque ESATCO. Et je crois que c'est déjà, à la fois en interne et les 3 déjà que nous sommes, de réussir à démontrer que ça a véritablement du sens. Voilà. Je pense que ça, c'est important de savoir franchir les étapes les unes après les autres, et c'est déjà de bien d'être 3 à porter la même marque éthique. Et évidemment, l'enjeu étant de continuer de pouvoir l'élargir. Il y a un point primordial que Patrick Soria a évoqué, c'est pour pouvoir être efficace, il faut être organisé en interne. Donc ça ne se décrète pas une marque. On peut dire à plein de personnes de rapprocher ESATCO, pourquoi pas, mais il faut que ce soit incarné, quoi. Et je pense que le temps de construction interne qu'a pris la Vendée, mais compris également, alors la DAPI Noël, c'est pareil, c'était aussi la mise en place d'une réflexion transversale de notre organisation de production. Donc je crois qu'il y a des temps de construction qu'il ne faut surtout pas louper, parce que si ces temps sont loupés, ça ne fonctionne pas, ou ça ne fonctionne pas bien, et c'est au détriment et de l'organisation et de la marque. Donc voilà, donc ça peut demander un peu de temps. Merci à vous. On passe à la signature. Hein, bougez pas, je vais aller chercher le parapheur qui se trouve sur la table ici. Hop, je prends le document que nous a remis Marc Maradour et je vous laisse apposer votre petite griffe sur ce document. Monsieur Soria a parlé effectivement du début de l'aventure avec Jackie Desdois qui est avec nous. Je le salue, l'ancien directeur général de l'association. Voilà, donc signature donc, pour cette convention de marque ESATCO avec la charte graphique et la charte de gouvernance, hein, on est bien d'accord, hein, essentiellement, et les objectifs qui sont rappelés à travers donc, ce contrat. Tout à fait, mais c'est important de le préciser, il y a la charte effectivement de licence toute claire par rapport à l'usage du nom ESATCO, mais il y a aussi tout le travail qui a été fait sur ces organisations transversales. On parlait de la communication, on parlait de l'organisation des différents comités stratégiques. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est l'organisation graphique. Voilà, parce que si on veut être lisible, il faut qu'on ait une charte unique. Donc, voilà, avec la Loire-Atlantique notamment, au début, il y avait eu quelques divergences de couleurs. Ça fait partie des temps d'appropriation aussi. On est parti très vite ensemble. Voilà, mais je crois que si on veut continuer maintenant à être sur quelque chose de repérable, puisque c'est un des objectifs, faut qu'on ait au moins le même drapeau et les mêmes couleurs. Voilà, donc tout est mis dans cette charte. Voilà, c'est signé avec vos applaudissements. Bienvenue à ESATCO Vendée. Reste là, Frédéric. Un petit Skype là qui arrive. Je travaille à l'ESATCO Pays Saint-Brieuc. Mon projet serait de travailler dans une entreprise ordinaire. Que feriez-vous pour moi? Voilà un petit Skype qui a été adressé par François Richard, qui travaille donc à l'ESAT de Saint-Brieuc et qui vous pose une question. Peut-être Frédéric peut y répondre. Est-ce que François, qui travaille depuis pas mal d'années à l'ESAT, a une chance un jour de travailler en entreprise?
Bien sûr. Je crois qu'on a eu une entame d'Assemblée générale qui a démontré tout à fait la possibilité. Après, dans quel contexte peut-être qu'il franchira le pas de signer un contrat de travail, peut-être pas, mais peut-être qu'il sera en entreprise aussi, en prestation de travail. Voilà, différentes formules sont possibles. Et je crois que nos établissements ont démontré que ces formules fonctionnaient. Voilà, donc pour François, oui, bien sûr, je lui souhaite au moins de s'épanouir dans son travail. Après, voilà. Très bien, Monsieur Soria, merci d'être venu jusque dans les Côtes d'Armor. Vous repartez au Sable d'Olonne, je crois, hein, directement. Donc, longue vie à ESATCO Vendée et à ESATCO en général. On aura certainement le plaisir de vous revoir sur la scène de Vivement l'AG. On peut l'applaudir, Patrick Soria. On va continuer sur la coopération. Moi, je vais reprendre le parapheur et je vais le remettre là parce que tout à l'heure, il y aura une deuxième signature. On ne vous en dit pas plus. La coopération territoriale, on continue avec de nouveaux invités. Mais avant, nous allons accueillir des cuisiniers. Les cuisiniers qui sont de l'autre côté, me dit-on. Alors, les cuisiniers des ATCO qui vont être avec nous. On va leur faire un petit peu de place. Voilà, vous allez pouvoir vous installer. Bon, ils sont venus en force, là. Hop, on va faire de la place. J'adore ces assemblées générales parce qu'à chaque fois, on a des super desserts. Déjà à Tréguier, c'était le cas. Je crois que c'est pas mal ce qui arrive. Voilà, c'est le restaurant Au Pifaudet avec un restaurant à Quai-Vert, près de Dinan, et l'autre qui a ouvert au mois d'avril, qui est situé à Lamballe. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a Stéphane Le Goff, le chef de brigade que je salue, qui est avec nous et qui commence à disposer effectivement les plats qui ne sont pas tout à fait prêts, mais Jennifer et Gaëtan qui sont avec nous vont nous les préparer. Alors ça, c'est pour les invités qui vont suivre. Donc je les vois là-bas en coulisses, ils salivent déjà d'avance. Gaëtan, qu'est-ce que vous allez nous préparer précisément? Alors on vous prépare un sablé aux fraises de Plougastel. D'accord. Waouh. Il y a quoi? Il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Le DG, lui aussi, hein, il en salive déjà d'avance. Il y a quoi autrement? Alors c'est un sablé breton avec une crème pâtissière à la vanille et fraises de Plougastel avec des petites pistaches hachées et un petit caramel au beurre salé sur le côté. Waouh. Rassurez-vous, hein, public, à la fin de l'AG, vous êtes invité à un cocktail et vous aurez presque la même chose, je crois, hein, pour le dessert. Alors, vous prenez votre temps, dès que vous êtes prêts, vous venez nous voir, on sera au salon juste de l'autre côté. Merci Gaëtan, merci Jennifer, et donc à tout à l'heure. Et puis nos invités, ils sont là. On va demander à Xavier Chevassus de venir. C'est le directeur général de l'association hospitalière de Bretagne qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Prenez place. Voilà, et on a également Lionel Bruno qui est avec nous. C'est le directeur général de l'association Quatre Veaux les Mouettes. Il y a des salariés, des administrateurs d'ailleurs avec nous, et David Sénécal qui est le directeur de la plateforme de coordination. Voilà, mettez-vous là, David. Pas de souci. David, vous le connaissez, hein, il était chroniqueur à Vivement l'AG sur les 2 premières éditions. Comme quoi, vous voyez, Vivement l'AG, ça mène à de superbes postes. Merci, David, d'être avec nous. C'est le fauteuil du directeur général. Oui, je vois. Alors, on est là pour parler de coopération territoriale, bien évidemment, axe stratégique, on le rappelle, du plan de l'association. Et Xavier Chevassus, on va avec vous parler du groupement de coopération sociale, médico-sociale Bretagne Solidarité, c'est ça le nom, je crois, qui a été créé dans quel contexte précisément? Alors, c'est un groupement qui a été créé entre la Fondation Bon-Sauveur de Bégard, la Fondation Saint-Jean-de-Dieu, l'Hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve et l'Association hospitalière de Bretagne. Initiative des directeurs dans les années 2010-2011. Une pensée pour Henri Terrel, directeur de la Fondation Bon-Sauveur de Bégard, qui était
assez proactif sur la création de ce groupement. Et l'élément déclencheur, c'était un appel à projet sur les équipes mobiles d'intervention. Non, c'est pas ça. Le GCSMS a été créé en avance de phase pour préparer les établissements de santé mentale et les établissements ESPIC à avoir une structure de coopération pour justement se positionner sur des appels à projets dans le domaine médico-social, PAPH, sur la région Bretagne. Alors, les premiers appels à projets qui sont sortis, la conclusion qu'on en a tirée dans l'analyse des réponses à faire, c'est que ça engageait des partenariats plus en proximité. Par exemple, au niveau de la HB, on a répondu en 2015 à un appel à projet avec ADAPI du Morbihan pour mettre en œuvre un SAMSA sur le centre-ouest Morbihan, donc un partenariat de proximité. Et nous avons créé une association pour ce faire. Donc le GCSMS a trouvé une activité potentielle dans le cadre de l'appel à projet sur l'équipe mobile d'intervention autisme à laquelle nous avons candidaté en 2016. D'accord. Et vous travaillez sur d'autres appels à projets, certainement, et du coup en partenariat, on est d'accord? Exactement. Donc on était hier avec Jacques Debraz, chef de service à la masse de Paimpol, donc à ADAPI Noël, en commission d'appel à projet pour la création d'un SAMSA de 10 places à destination des personnes avec TED, un projet sur lequel nous nous sommes retrouvés avec ADAPI Noël pour proposer une offre totalement intégrée associant 10 partenaires, donc les membres du GCSMS, ADAPI Noël et d'autres acteurs du médico-social, dont 4 volets mouettes, pour proposer une coordination au niveau départemental et des équipes d'intervention au niveau des SAVS locaux en s'appuyant sur la connaissance du terrain, des populations, des services de proximité. Donc on croise les doigts, mais on a de bons espoirs sur la mise en œuvre de ce service à la rentrée. Et le grand oral, c'est quand? C'était hier. C'était hier, c'est ça, d'accord. Okay. Frédéric, justement, le paysage a un peu changé, parce que finalement, toujours dans le cadre de ce partenariat, de ce travail en commun, les assos étaient un peu concurrentes hier, et aujourd'hui, elles sont vraiment associées. Alors c'est évidemment bien sûr le souhait. On est toujours un peu concurrent parce que quand on répond à un appel à projet, forcément, on ne s'interdit pas chacun de répondre voilà, dans notre direction propre. Cela dit, on a trouvé beaucoup plus intelligent alors, avec les partenariats locaux. Alors on va parler tout à l'heure d'Handicap 22, mais je crois que tout ça aussi fait partie de la maturité qu'on a tous pris ensemble pour pouvoir répondre de manière la plus efficace à des projets départementaux, puisque là, en l'occurrence, le SAMSA TED, c'était un projet départemental. Les futurs projets qui vont arriver, même si dans les Côtes-d'Armor, ils ne seront pas nombreux, puisque on a des taux d'équipement voilà, qui sont plus forts que sur les autres départements bretons. Cela dit, tous les projets qui vont se présenter à nous seront des projets, de toute façon, qui iront vers un sens de partenariat local pour pouvoir couvrir au mieux le territoire et ne pas se disperser dans la réponse. Donc nous, c'est ce qu'on a fait avec les partenaires. Voilà, Xavier l'a évoqué. Alors il y a des partenaires Handicap 22, il y a le GCSMS au niveau de la psychiatrie. Et ça va de pair aussi avec tous les accompagnements sur lesquels on se retrouve sur le territoire. Là, je pense voilà, sur les partenariats qu'on peut avoir. Alors, on a beaucoup de partenariats en cours autour de la formation avec Bégard, par exemple. Voilà, on travaille des projets de formation avec eux. On travaille ce projet avec l'AHB et le GCSMS. On a des partenariats autour de SAVS, des appartements thérapeutiques de l'UDEAC. Enfin, je crois que de plus en plus, on accompagne aussi des publics qui sont très proches, voilà, voire les mêmes. Donc l'idée, c'est dans le cadre pour éviter justement la rupture d'accompagnement de ces publics-là, comment on arrive à donner une réponse efficace. Et cette réponse, elle est efficace que si les partenaires s'entendent sur un territoire. Autrement, vous allez forcément créer à un moment donné quelque chose qui ne sera pas bien et qui sera au détriment de la personne accompagnée. On est bien d'accord, aujourd'hui, il n'est plus question qu'une association candidate sur un appel à projet. Hein, ça, c'est le message de l'ARS, c'est très clair à ce niveau-là. Ah bah, le message est plus que clair. On était avec M. Bruno et M. Sénécal à une réunion la semaine dernière. Enfin, elle a été même
Ça a même été dit sans détour, c'est-à-dire que l'ARS va lancer un appel à manifestation d'intérêt en septembre prochain, donc pour lequel toutes les associations de Bretagne vont être interrogées sur la transformation de l'offre. Et l'ARS a dit clairement que tous les projets qui seraient montés en solo ou qui n'afficheraient pas de partenariat large, ils ne seraient même pas lus. Voilà. Donc, pour le coup, ça mérite d'être clair. Voilà. Donc, ça tombe bien et je ne sais pas si ça peut faire une transition avec Handicap 22, mais je crois que dans le département des Côtes-d'Armor, une des grandes forces, c'est ça, c'est qu'on a réussi déjà à créer Stéro. Voilà, maintenant, c'est comment on l'active pour être proactif, parce que quand l'ARS lance cet appel à manifestation d'intérêt, vous avez 2 mois pour plancher. Donc 2 mois pour monter des partenariats, je vous laisse imaginer ce que c'est. Je vois Lionel Bruno là, qui hoche de la tête, qui est complètement d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Gloro. Vous voulez compléter peut-être? Non, c'était assez clair. Je pense que ce qu'a dit Frédéric, c'est que aujourd'hui, on y va en rang serré, de façon collective, de façon coordonnée, et certainement pas tout seul, quoi. Très bien, vous avez le micro, on va parler d'Handicap 22. Lionel Bruno et l'association 4 Veaux les Mouettes, vous êtes présents quasiment depuis le début de l'aventure en 2009. Alors bien évidemment, Handicap 22, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a eu des hauts et des bas. Quel regard, vous, Lionel Bruno, vous portez sur les évolutions positives du collectif, du groupement Handicap 22? Alors il y a eu des hauts, des bas, oui. Un petit peu de difficulté à s'entendre, à se comprendre à certains moments. Aujourd'hui, je crois qu'on est parti sur de très bonnes bases. On a retravaillé les statuts, on a retravaillé la gouvernance, on est sur une logique d'ouverture. Je pense qu'on a fait fi un peu des conflits, des ruptures qu'il y a pu avoir. Il y a une volonté de s'ouvrir à ceux qui ne sont pas encore au sein du collectif Handicap 22 ou qui ne sont plus mais qui auraient envie d'y revenir. Donc il faut être très optimiste sur le sujet, oui. Vous ouvrez également la porte aux associations non gestionnaires. Hein. Enfin, vous y travaillez en tous les cas, celles qui n'ont pas d'établissement et services. Et c'est le cas notamment de Alma 22, hein, l'association qui lutte contre la maltraitance. C'est bien ça C'était une volonté, c'est des échanges qu'on a eus quand dans le comité exécutif on a travaillé sur les statuts. C'est quelle ouverture, jusqu'où va l'ouverture? Effectivement, jusqu'aux associations non gestionnaires, associations d'usagers, représentants d'usagers, donc Allo Maltraitance, c'est une première association, mais pourquoi pas d'autres? Voilà, c'est pas dans le sens de la période. On parle de l'actualité d'Handicap 22. Vous avez révisé aussi les statuts avec cette volonté de consolider le bureau. C'est 7 membres Le problème, je crois que le problème principal, c'était pas l'effectivité du travail qui était fait sur le terrain par Handicap 22 et notamment sur les pôles de coordination territoriale. David en dira quelques mots. Là, on a une vraie efficacité, on a une vraie synergie et l'ensemble des organismes gestionnaires ont pu détacher certains de leurs professionnels pour construire ensemble au profit des personnes sans solution. Donc ça, c'est effectif. Sur le terrain, ça marche. Par contre, c'est vrai que parfois, au sein des conseils d'administration, une gouvernance un peu fragile, un peu opaque, qui peut sembler opaque à certains moments, ça entraîne forcément des conflits, mais c'est bien de se parler frontalement et de crever l'abcès, parce qu'au moins le problème est réglé une bonne fois pour toutes, et on repart sur une bonne base. Je vois mon ami Bernard là-bas qui ne peut qu'acquiescer, je pense, sur le sujet. Voilà, ça a été parfois un peu tendu, hein, c'est parti un peu débat, mais finalement, est-ce que c'est pas un passage nécessaire pour aller de l'avant et construire quelque chose d'original, parce que c'est pas un modèle général, hein, on va peut-être même être pris un peu comme modèle sur d'autres départements. On sait que l'ARS au niveau régional est assez attentive à cette façon de travailler en commun, cette mise en synergie des forces, et voilà. Soyons optimistes sur l'avenir et sur ce sujet-là. Voilà, Frédéric, vous voulez rajouter quelque chose? Effectivement, on s'est dit les choses, voilà, ouais. On a crevé l'abcès, comme disait Lionel, et la dynamique est réenclenchée. Tout à fait, ouais. Je crois que c'est une organisation complexe, Handicap 22, parce qu'on a un nombre de partenaires quand même très, très, très large, voilà, avec des enjeux voilà, où chacun défend ses enjeux propres, et c'est tout à fait respectable. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a réussi à faire un consensus autour d'un projet statutaire, d'un projet de gouvernance. Voilà. On a un terrain qui fonctionne très bien. Voilà. On a l'arrivée du PCPE qui est venu se greffer aussi à ce dispositif.
On a le ministère de la Santé qui est attentif à notre projet, puisque en septembre prochain, Handicap 22 présentera au ministère son PCPE. Alors quand on dit son PCPE, c'est plutôt son dispositif que son PCPE, au même titre que 3 autres PCPE français. Alors je crois qu'il y a l'Aquitaine, il doit y avoir le Rhône-Alpes et la région PACA, je crois. Donc il y a un vrai, il y a un vrai intérêt de l'ARS, bien évidemment, des collectifs locaux, je pense au département et je pense à la MDPH, qui est partenaire depuis l'origine aussi de ce dispositif. On a quelque chose qui aujourd'hui peut vraiment être cité comme un modèle, puisqu'on est sur... il faut savoir que même si ça a pu être compliqué dans les échanges et dans les débats, ou quoique, j'ai envie de dire, tout le monde est resté. Voilà, donc c'est qu'il y a une volonté aussi de construire ensemble. Voilà, donc ça, quand on construit quelque chose, ça se fait toujours dans des choses un peu complexes des fois, mais tout à fait normal. Voilà, un beau modèle dont vous êtes le directeur, David Sénécal. Et vous, David, j'imagine que vous êtes en poste depuis plus d'1 an maintenant, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'était juin dernier. Voilà, et donc là, vous travaillez déjà sur des axes de développement en termes de coopération, lesquels on peut peut-être en citer pour donner des exemples au public. Comme l'ont dit Xavier, Frédéric et Lionel, un partenariat dense, beaucoup d'établissements, beaucoup d'associations, beaucoup de services. Et au final, ce n'est pas forcément très clair si on se place de l'autre côté pour les personnes accompagnées, leurs familles. C'est un peu compliqué. Et un des objectifs d'Handicap 22, c'est de donner de la lisibilité, de l'accessibilité aux réponses. Et là, c'est un travail qu'on mène ensemble, collectivement, et qui produit du résultat. Et notamment, on a réalisé sur un sujet qui concerne pas mal de familles, pas mal de personnes, l'accueil temporaire, on a réalisé un catalogue. Alors voilà, c'est là, c'est l'ensemble de l'offre d'accueil temporaire sur les Côtes d'Armor pour les enfants et les adultes. Alors jusqu'ici, vous alliez au Petit Bonheur la chance, téléphoner à chacun des établissements pour savoir s'il y avait de l'accueil temporaire, s'il était disponible. Là, le travail qui a été réalisé, c'est de le mettre dans un catalogue de l'offre de service avec une porte d'entrée par territoire. Sur mon territoire de vie, qu'est-ce qui se passe, mais aussi une porte d'entrée par type d'établissement, si on est dans une recherche plus large. Donc ça, c'est un travail de collaboration effectif, concret, avec une production au bout, et puis qui demain peut évoluer. On imagine le mettre sur Internet, par exemple. On imagine peut-être une coordination autour d'un tel dispositif, parce que imagine si toi, Loïc, tu cherches une place d'accueil temporaire, va falloir, malgré le fait qu'il y ait un catalogue, que tu téléphones à chacun des établissements un par un pour savoir si du 7 juillet au 15 juillet, il y a une place de disponible. Et dans d'autres secteurs, ça existe une coordination téléphonique qui va te permettre de te dire si effectivement il y a une place disponible et qui va te donner des éléments de contenu sur la façon dont tu vas être accueilli. Un numéro unique en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'idée de faire simple. Le plus simple et le plus accessible possible pour les personnes. Ça, c'est l'une de vos réflexions actuellement? C'est une des réflexions actuellement. Et puis, il y en a d'autres parce que, au-delà, on va parler là d'une accessibilité papier, d'une accessibilité téléphonique, numérique, par le biais d'Internet. Mais Handicap 22, son souci, c'est de s'appuyer sur une accessibilité qui repose sur de la relation humaine. Et tu le sais, on a toujours 750 personnes qui sont sur liste d'attente dans nos établissements et services. Ça, c'est déjà un travail partagé par les associations de repérage. Et l'idée que propose et que défend Handicap 22, c'est maintenant, au-delà du chiffre de 750, comment on va aller au-devant de ces personnes, au-devant de leurs besoins. Et donc, en fait, c'est de mettre en action cette réalité qui est de dire il y a des besoins que l'ensemble des partenaires ont repérés sur le terrain, il y a une offre de service qui existe, et Handicap 22, elle s'appuie sur le partenariat pour mettre en lien, en fait, juste ce besoin et cette offre qui existe. C'est le principe du collectif. Voilà, les idées sont là, les besoins sont bien identifiés, on continue de les identifier et on passe à l'action. Voilà, tout simplement avec de très bons exemples que vous venez de nous donner. Merci à vous pour ce chapitre sur la coopération. Avant de partir quand même, on va se tourner vers nos cuisiniers pour savoir si... Vous êtes prêts, Gaëtan? Alors, on peut servir nos invités qui vont se faire un plaisir donc de goûter et pourquoi pas de nous commenter ce dessert qui a été donc préparé. On va faire un peu de place, effectivement, qui a été préparé par donc le restaurant et Zadko
Opifaudet, de Kever et de Lamballe. Et oui, c'est privilège, désolé. On vous dira si c'est bon, vous pouvez nous faire confiance. C'est très discret en plus. Eh bien, merci. Donc Gaëtan, merci Jennifer. Le restaurant Opifaudet, allez y faire un tour. Kever, Lamballe, hein, c'est noté. Et puis on espère, pourquoi, parce que je vois Stéphane Le Goff là-bas, peut-être d'autres prix, d'autres médailles sur le concours de l'assiette gourmande, ils en ont tellement eu, notamment Gaëtan. Et là, je vous demande de l'applaudir. Il a fait 2e prix national une année. Voilà. Merci, messieurs. On va vous libérer parce qu'on a la suite. Là, vous allez pouvoir vous installer tranquillement en coulisses pour savourer votre dessert. Voilà. Merci à vous. Et puis, nous, on enchaîne. C'est vivement enlagé, ça continue. Vivement la pub. Je suis enchantée, happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Un jour tu oses et tu te poses la vie en rose. Voilà, c'était la page de pub, la première de ce Vivement l'AG. Donc nous continuons avec la coopération territoriale. Frédéric Leroux vous a parlé du partenariat. Eh bien, de partenariat, nous allons en échanger maintenant avec notre invité surprise. Eh oui, on ne vous l'avait pas annoncé en préambule de cette assemblée générale. Vous allez juste regarder une image, celle des supporters d'En Avant de Guingamp, et une musique qui commence à résonner pour accueillir cet invité surprise. Je sais qu'il y a des amateurs de Guingamp dans la salle. On va pouvoir l'applaudir d'ici quelques instants. Il va nous rejoindre sur la scène de Vivement l'AG. Voici, mesdames, messieurs, Bertrand Desplat, le président d'En Avant de Guingamp. Bertrand Desplat, président d'En Avant de Guingamp, présent pour ce Vivement l'AG. Merci d'être avec nous. Avancez-vous, il y a un micro voilà, qui est à votre disposition. Je sais que vous êtes pas mal pris actuellement parce qu'on est en plein mercato. Donc il y a pas mal de choses à finaliser, les transferts à entreprendre pour la saison prochaine. On est là pour parler d'une convention de partenariat qui va être signée d'ici quelques minutes. On va en parler avec Frédéric Leroux et le président. Le point de départ de cette convention, ce sont les terrains du Satra de l'ADAPI Noël Côte d'Armor du côté de Rucaer à Guingamp, qui ont été donc vendus, qui ont été cédés à En Avant de Guingamp par l'association pour y construire un centre d'entraînement qui était baptisé le ProParc. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce centre d'entraînement que nous allons d'ailleurs survoler? Il y a une image de drone là qui va nous permettre un petit peu de voir le Satra. Vous voyez, c'est la ferme qui a juste sur votre droite.
et les terrains de football qui commencent un peu à fleurir sur le périmètre, sur le territoire. Alors Bertrand Desplat, pourquoi avoir choisi ce site et en quoi ce centre d'entraînement est indispensable pour le développement du club de Guingamp? En fait, comme vous le voyez, d'abord, bonjour, pardon, je ne sais pas s'il faut dire bonjour ou bonsoir, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être présent parmi vous, je vous remercie de m'accueillir. Comme on peut le voir sur les photos, là, enfin sur le petit film de drone qui passe devant nous, en fait, il y a 2 ans de cela, on a construit non pas le centre d'entraînement pour les professionnels, mais notre académie. Alors l'académie, c'est le centre de formation pour les jeunes. On accueille des jeunes de 6 ans jusqu'à 20, 21 ans pour une pratique de football d'élite, pour permettre à l'en avant de Guingamp de disposer de jeunes joueurs. Je vais prendre des exemples pour les amateurs de football dans la salle. Marcus Coco, par exemple, ou Ludovic Blas, un peu avant, des garçons comme Anthony Knocker, Janely Mboula, sont issus du centre de formation de l'en avant de Guingamp, qu'on a donc appelé l'Académie, et qui constitue tous ces terrains en vert que vous voyez ici. Et puis, très vite, on s'est beaucoup plus sur la zone du RUKR, qui est une zone extrêmement agréable à vivre, avec tout un pourtour arboré autour des terrains. Et on s'est renseigné auprès de la mairie d'abord, pour savoir si on était en mesure d'aller acquérir du foncier supplémentaire pour passer une étape supplémentaire dans le développement du club, qui est la construction cette fois du centre d'entraînement des professionnels, le fameux ProPark. Alors, on ne fait pas de l'anglicisme quand on est à Guingamp. Ça s'écrit parc, P-A-R-K, comme en anglais. Mais sauf qu'en breton, ça veut dire le champ. Comme on est le club des paysans, on trouvait ça bien de venir s'installer dans un champ et de donner un nom un peu bretonnant à notre structure. Et quand on a donc discuté avec la mairie de Pabu, ils nous ont dit, écoutez, nous, avec grand plaisir pour vous accueillir, mais il y a quand même un petit hic, c'est que tous les terrains ne nous appartiennent pas. Et il faut que vous alliez voir les gens de l'ADAPI. Alors je vais être très honnête avec vous. C'était une structure qui, pour moi, je connaissais de nom, bien sûr, dans un temps passé, lorsque je gérais d'autres entreprises, on avait eu l'occasion, bien sûr, de s'intéresser à ce type de problématique. Mais voilà, pour moi, c'était assez nébuleux. Et j'ai dit, écoutez, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez prendre contact avec l'association? Et l'association... je crois que c'est M. Gloro qui a eu, ou vous, peut-être président, je ne sais pas, un de vous deux a eu un coup de fil du maire. Et ensuite, on a eu un contact en direct. Voilà. Et je dois bien dire que, comme on dit très basiquement, le courant est passé tout de suite. On a eu tout de suite envie de jouer dans la même équipe. Voilà. On a eu un très bon feeling, des très bons échanges, et on a très vite décidé d'avancer le plus vite possible. Voilà, donc on aurait pu s'arrêter tout simplement à un simple projet immobilier et on est allé vraiment au-delà avec ce partenariat. Frédéric Leroux, vous pouvez nous en parler sur ce partenariat? Quel est le contenu finalement de cette convention qu'on va signer d'ici quelques instants? Tout à fait, je rejoins les propos de M. Desplat. Enfin, il y a eu une rencontre, alors moi c'est pareil, alors je connaissais un peu plus en avant de Guingamp que vous l'ADAPI certainement. Mais il y a eu cette rencontre et cette alchimie parce que j'ai découvert derrière un club des valeurs qui ne sont pas vaines. Tout ce que vous avez dit, vous l'avez fait. Voilà, donc on a traduit tout ça dans une convention de qualité. On aurait pu s'arrêter à l'opération immobilière, vente de Satra. Bon, voilà. Avec quand même une petite fierté, c'est que le Satra, ça sera le siège social d'en avant de Guingamp. Donc quand même, on sera un petit peu dans l'histoire du club pour quelques années. Et derrière la convention, il nous a semblé plus intelligent de travailler justement, puisque, comme je disais à M. Desplat, il y a beaucoup de supporters au travers des personnes qu'on accompagne, des professionnels. Voilà, il y a vraiment un grand engouement pour le club, local ou départemental. Donc il y a quatre champs importants qui ont été travaillés dans cette convention. Le premier qui rejoint l'accès à la citoyenneté, c'est-à-dire qu'il y a une fois par an l'accueil de nos salariés, de nos ouvriers, des personnes qu'on accompagne autour d'un projet ProPark, à savoir une journée sport adapté, voilà, montée avec les équipes d'en avant de Guingamp, enfin les équipes pas professionnelles j'imagine, mais voilà, les équipes d'éducateurs. Donc ça c'est le premier point qui nous semblait important. Il y a un accès au stade, donc ça c'est quelque chose qui fera plaisir à bon nombre des personnes de l'association. Il y a un accès qui pour nous est aussi très important, ça fait lien avec le sujet d'avant et Zadco, à savoir un travail avec le club entreprise d'en avant. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va nous ouvrir des portes certainement très intéressantes en termes de réseaux locaux.
Et le dernier point, ben, c'est le travail qu'on fait au quotidien avec vous. Alors on l'a fait sur des opérations un peu ponctuelles. Voilà, c'est les ouvertures sur les calonnes, voilà exactement. Puisque c'est l'association qui a packagé, on va dire, comment dirais-je, les plaques calonnes, voilà, qui avaient été distribuées aux personnes adhérentes aux calonnes. Donc voilà, grosse fierté sur ce partenariat. Et puis ben, le SATRA va se trouver de nouveaux locaux, mais voilà, ça fait partie aussi de l'histoire. Et par rapport au projet du SATRA, c'est aussi quelque chose qui tombe plutôt pas mal. Je crois que c'était le moment où tous les astres s'alignaient. Et voilà, on a fait, je trouve, un beau partenariat. Dernière question à Bertrand Desplat. Est-ce que ce partenariat s'inscrit aussi dans la politique de soutien social envers les associations du département? Parce qu'on sait que vous aidez beaucoup les associations comme l'AMUCO, par exemple, qui est très ancrée dans le Trégor. Et donc, du coup, est-ce que l'ADAPI Noël s'inscrit dans cette politique? Oui, je dirais que moi, je considère vraiment mon passage à l'En Avant de Guingamp comme celui d'un héritier. On a hérité d'un club absolument magnifique qui, au-delà du football, va sur tous les territoires de la solidarité, de la générosité. À la base, il faut savoir qu'en 1912, on a été créé par des instituteurs qui refusaient qu'il y ait une fatalité sociale et qui permettait à des jeunes de milieux défavorisés de pouvoir s'extraire de leurs conditions à travers le travail, bien sûr, scolaire, mais aussi la pratique d'un sport collectif. Et je crois que dans nos gènes, on a cette envie de nous montrer généreux envers notre environnement. Bien entendu, la générosité, elle est multiple. Elle peut toucher beaucoup d'associations. Donc on essaie d'être présent à chaque fois qu'on nous sollicite. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai souhaité créer cette association des Calonnes, donc ce formidable engouement populaire qu'il y a eu autour du club pour créer un actionnariat populaire du club, d'une part, mais aussi et surtout pour coordonner l'ensemble des actions caritatives et de générosité du club envers les associations et envers plus généralement les personnes qui sont les plus en faiblesse. Alors évidemment que quand je dis ça, le discours qui a été celui de M. Gloro et du président, ils m'ont touché directement droit au cœur. On est là pour apporter du bonheur, du plaisir aux gens, mais à tous les gens. Voilà. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. On ne veut pas du tout qu'il y ait d'ostracisme ou de séparation dans l'engouement qu'il peut y avoir autour d'un club de football. On a la chance d'avoir des jeunes en pleine santé qui peuvent nous faire rêver. Et bien, il faut que ça profite à tout le monde. Et c'est le sens, je crois, de notre engagement auprès de l'ADAPI. On passe à la signature, Monsieur Herviouf. Vous nous invitez à la table voisine pour que les deux présidents signent cette convention de partenariat. Vous voyez, on a fait du rouge et du noir un peu partout sur la scène. Hein. Vous voyez, on voulait bien vous accueillir. Voilà, vous avez l'écrit, je crois, il me semble. Et c'est une convention, faut-il vous le rappeler, donc pour 3 ans. S'il vous plaît, on aura l'occasion d'en parler dans nos publications. Voilà, il se serre la main pour ce partenariat. Alors, on pose la petite griffe et encore une fois, Frédéric, on aura l'occasion de communiquer auprès de nos établissements et services, auprès de nos sections sur... voilà, merci et applaudissements. Voilà, Monsieur Desplat, on va vous saluer. On vous souhaite bonne continuation sur le mercato. Et bon mercato, faites-nous une belle équipe pour l'année prochaine. Merci à vous et à très bientôt. Voilà, on va enchaîner du coup avec la suite. C'est le rapport d'orientation. Et Monsieur Hervieux, c'est parfait, vous restez avec nous sur la scène de Vivement l'AG. Et puis Frédéric, on vous libère et on se retrouve d'ici quelques minutes, à moins que vous vouliez dire un mot. J'ai juste un gâteau à finir encore. Ah oui, d'accord. Ouais, allez-y. Monsieur Hervieux, le rapport d'orientation, donc le public l'a eu bien en main, l'a certainement parcouru. On va non pas l'effleurer, mais cibler en synthèse sur quelques mots, notamment ce mot inclusion, dont on parle
vraiment depuis le début de l'AG. C'est Karine Thoron qui a lancé ce concept de all inclusive. On a parlé d'inclusion avec le groupement tout à l'heure, de société inclusive, démarche inclusive. C'est un mot qui est utilisé, qui est vraiment à la mode, à utiliser à toutes les sauces. Mais dans votre rapport d'orientation, vous dites que ce n'est pas forcément le mot qui est le mieux utilisé, le mieux employé. Eh bien, si on s'en réfère au Bouty de Larousse, qui nous dit qu'inclure, ça vient du latin includere. Includere, traduction, enfermer. Donc, le contraire de ce qu'on veut faire. De même, l'expression qui était employée avant qu'on met l'inclusion, l'intégration. Mais quand on intègre quelqu'un dans quelque chose, cette personne, ce quelqu'un, reste un. Il est donc étranger au milieu dans lequel on le met. Donc ni l'un ni l'autre ne sont satisfaisants. Alors évidemment, on est bien obligé de les employer puisque c'est le langage courant dans notre milieu. C'est pour ça que tout à l'heure, l'inclusion, on utilise ce mot. Mais ils signifient exactement le contraire de ce qu'on voudrait faire. C'est pour ça que je dis que je n'aime ni l'un ni l'autre. Nos enfants sont des citoyens à part entière. Ils ont des droits comme les autres citoyens. Ils n'ont donc pas à être inclus dans la société, puisqu'ils en font partie de droit. Et si je prends l'exemple de l'école, pour commencer, si vous voulez, l'école, qu'elle soit dite ordinaire ou spécialisée, eh bien, c'est un bien, c'est un patrimoine commun. C'est quelque chose que tout le monde a en commun. C'est celle de la République, ouverte à tous, sans discrimination. Ce n'est donc pas à nos enfants de s'adapter à l'école, mais à l'école de s'adapter à nos enfants. De même, nos dispositifs d'hébergement, de travail adapté, de services participent à la mise en œuvre du projet de vie des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Et ce projet de vie, eh bien, on oublie trop souvent qu'elles seules ont le droit de le choisir. Donc, c'est à elles d'abord de choisir leur projet de vie et non pas de se le voir imposer. Dans votre rapport d'orientation, il y a une citation qui est vraiment mise en avant. C'est celle d'Albert Camus. On va la voir à l'écran. On va la lire. Donc, notre génération ne refera pas le monde, mais la tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher qu'il se défasse. Voilà, citation d'Albert Camus. Alors, elle m'a paru appropriée en ces moments où nous recevons des injonctions que je qualifie d'ubuesques, pour certaines, de nos financeurs. Je vais prendre quelques exemples. Disparition des amendements Creton en 5 ans. Par définition, les amendements Creton, pour ceux qui savent, ce sont les jeunes qui atteignent 20 ans et que l'amendement Creton permet de garder en IME, IM-Pro, jusqu'à ce qu'une solution adaptée à leur cas leur soit offerte. Eh bien, par définition, ces amendements Creton se reproduisent, puisque toutes les générations, et chaque année, il y a une génération d'adolescents qui atteignent les 20 ans. Voilà un exemple, si vous voulez. On nous demande aussi d'inclure 10% de travailleurs handicapés orientés vers le milieu ordinaire chaque année. Et quand on sait que les difficultés déjà, je ne parle même pas du chômage, mais les difficultés des entreprises à accueillir et à adapter les postes, même s'il y avait une volonté globale de la société pour transformer et adapter cette offre,
D'ailleurs, la ministre, ce matin, pas plus tard que ce matin, dans Ouest France, faisait l'écho, mais c'est vraiment, je le regrette de le dire comme ça, mais c'est vraiment des paroles en l'air. C'est impossible. Et donc, des évolutions, oui. Des évolutions, oui, mais pas de révolution. Parce que si on faisait une révolution, ce serait abandonner tout ce qui a été mis en place par ceux qui nous ont précédés et qui marchent. Ces dispositifs ont fait leurs preuves. Et puis toujours, ce serait oublier que ce sont les personnes handicapées elles-mêmes qui ont le droit de décider de leur sort et de leur projet de vie. C'est à elles et à leurs besoins que nous devons répondre en priorité. Alors il faut garder, chaque fois que nous faisons quelque chose, cette exigence, ce droit légal en tête. Chaque fois que nous déployons une action, que nous créons un service ou que nous orientons l'association dans une direction ou une autre, gardons à l'esprit que c'est aux personnes de décider. Et Dieu sait si l'association se donne les moyens de leur permettre de s'exprimer dans ce domaine. Alors, comme disent, mais c'est un clin d'œil à Michel Gignac qui est là-haut, comme disent nos amis québécois, ne changeons pas, mais je n'aurai pas l'accent, hein, ne changeons pas 30 sous pour une piastre. Un 30 sous au Québec, c'est 25 cents. Et la piastre, c'est 100 cents. C'est-à-dire, ne faisons rien si ça ne nous apporte pas une plus-value. Ou, autrement, reprenons ce que j'avais mis en exergue de mon rapport d'orientation. Faisons évoluer ce qu'il faut, mais prenons garde à garder ce qui vaut. C'était Disraeli qui disait ça au siècle dernier. Très bien, Monsieur Hervieux, applaudissements. Bonjour, je m'appelle Elodie et je travaille à l'ESATCO de Ploufragan. Je suis contente d'être là, mais je ne comprends pas tout. Vous pouvez me l'expliquer mieux que ça. Ah, alors, Elodie, ben, tu voudras bien nous excuser, hein, et tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison, et on se laisse entraîner à parler un jargon, allez, disons le jargon médico-social, qui est truffé de sigles et de mots un peu barbares. Et tu as raison, c'est pas... Tout le monde ne comprend pas, d'ailleurs, même quand on n'est pas handicapé, celui qui est étranger un peu au milieu a du mal à appréhender ce qu'on dit. Et nous en sommes conscients, Elodie. Et nous avons déjà commencé, depuis quelques années, à travailler pour que vous puissiez avoir accès à tous les documents de l'association. Et je souhaite que dans un proche avenir, tous les documents soient traduits en facile à lire et à comprendre. C'est la direction qu'on prend, hein, sous l'égide du directeur de la qualité, Philippe Etienne, qui aujourd'hui déjà a, pour les CVS, les conseils à la vie sociale de tous les établissements, eh bien, chaque conseil à la vie sociale est préparé en facile à lire et à comprendre, et les comptes rendus sont traduits en facile à lire et à comprendre. Donc, Elodie, oui, nous avons des efforts à faire et nous les ferons. Très bien. Michel Gignac est en régime, faisait un pouce. Elle a apprécié effectivement votre clin d'œil québécois. Elle me fait encore ça pour me dire qu'on peut passer à la carte météo, la météo des places avec Domitil et Clément Moutiez qui vont nous rejoindre, qui vont se mettre en place pour donc nous proposer cette météo inédite sur la scène de Vivement Lager. Voilà, on vous donne le micro. Hop, le voici. Avancez-vous. Bonjour. Alors nous allons vous présenter la météo. Bonjour, je m'appelle Domiti, je présente la météo handicap. Alors Domiti, quelle est la météo en général en France? Beaucoup
de nuages. Il y a beaucoup de nuages, et oui, effectivement, tu as raison, puisqu'on comptabilise plus de 48 000 personnes en situation de handicap mental qui sont sans solution. Alors, un petit point maintenant sur la météo en Bretagne. Comment elle est? Encore des nuages. Et oui, des nuages aussi, parce que je ne sais pas si vous le savez, si tu le sais, Domiti, mais il y a plus de 20 000 enfants en situation de handicap mental qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est pas normal, c'est la loi. Et tu as raison, c'est la loi, puisque la loi, l'école est obligatoire pour tous, et la loi devrait être la même pour les enfants en situation de handicap. Alors on se rapproche maintenant, la météo dans les Côtes-d'Armor. Encore des nuages. Et oui, encore des nuages. Tu as tout à fait raison, puisque la plateforme de coordination Handicap 22 a recensé plus de 800 personnes qui sont en attente de place. Alors, toute cette météo est bien nuageuse. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Encore des nuages. Et tu trouves que c'est comment, tout ça? C'est pas normal, c'est injuste. Et tu as raison, c'est injuste. Alors, pour l'année prochaine, est-ce que tu nous prédis du soleil ou de la pluie? Beaucoup de soleil. Eh bien, on espère en tout cas aussi comme toi qu'il y aura beaucoup de soleil et que la situation va s'améliorer. Merci. Merci. Allez, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Domitil et son frère Clément. Un peu plus fort, Domitil. Un peu plus fort, c'est mou. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Voilà, messieurs Arviou, venez, vous vouliez réagir par rapport aux chiffres qu'on a annoncés sur cette carte. Il y a 2 ans, on était à 750, on est à 800. Bref, c'est un chiffre qui n'arrête pas de croître. Oui, tout à fait. Et c'est très préoccupant. Alors, quand on sait que la météo a pour mission d'informer, et en l'occurrence, puisqu'on parle de la météo du handicap, d'informer les décideurs, les financeurs de la situation, eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, nous rentrons en situation orange. C'est-à-dire qu'on est près de la catastrophe. Si rien n'est fait, si rien ne bouge, eh bien, nous allons avoir une situation qui va devenir, à court terme, explosive. Alors, l'État nous oppose les ratios, pour ce qui est des Côtes-d'Armor, l'État nous oppose les ratios d'équipement qui seraient très importants pour les Côtes-d'Armor et pour lesquels nous serions bien pourvus. Le département, et il faut le reconnaître, fait ce qu'il peut dans ses domaines de compétences. Mais quelques éclaircies ne suffiront pas à redonner espoir à tous ceux qui attendent une place. Alors, avec l'UNAPI, je souhaite un grand coup de vent d'ouest pour chasser les nuages, un véritable plan Marshall pour le handicap. Bon, contente, Domitil, hein? Très contente. Très contente, parce qu'elle avait répété avec son frère. Merci pour ce duo un peu inédit à l'occasion de cette Assemblée Générale avec Clément Moutiez, dont vous avez entendu parler du livre, j'imagine. Ma sœur s'est fait carabosser, sorti en 2016 aux éditions Carnet de Nord, c'est ça? C'est ça, exactement. Et qui a plutôt été un beau succès. Oui, qui continue en tête sur le site Amazon, dans le top 10 oui, à la Fnac. Oui. Et oui, qui continue. il a eu une belle sortie et continue à vivre sa vie, même encore aujourd'hui. Alors ce livre, c'était un récit assez émouvant, assez drôle, sur les 25 ans, effectivement, de vie passée entre la sœur Domitil et vous, Clément. Et l'objectif de ce livre, c'est peut-être changer un peu le regard des autres sur le handicap. Est-ce que vous avez atteint votre objectif? Est-ce que vous avez des retours des familles, des lecteurs qui ont lu ce livre? En tout cas, encore aujourd'hui, donc 2 ans encore après sa sortie, oui, effectivement, on a eu pas mal de messages de retours de famille, beaucoup aussi de frères et sœurs, puisqu'on est beaucoup de frères et sœurs, et souvent le sujet est difficile à aborder. Et encore aujourd'hui, oui, il y a eu beaucoup de gens qui... D'ailleurs, le livre continue à animer des conférences, des interventions, des rencontres. Mais c'est surtout le plus important, c'est que c'est beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le handicap qui se tournent vers ce livre et qui, du coup, découvrent
de l'intérieur, comment ça peut se passer, là en l'occurrence avec la trisomie 21, mais qui du coup ça leur ouvre les yeux parce que beaucoup, je m'en suis rendu compte aussi, n'avaient aucune idée de comment ça pouvait se passer à l'intérieur d'une famille. Vous êtes sur un deuxième ouvrage, est-ce qu'il est en écriture actuellement ou pas? Parce que Ma sœur, ça te fait carabosser, c'est votre premier livre. Oui, c'était le premier livre. Là, je suis actuellement sur un deuxième projet, effectivement, soutenu par le ministère de la Culture, et qui va aborder aussi une thématique assez grave, mais que j'espère aborder comme avec celui-ci, avec humour et sarcasme, puisque ça va parler à la fois du chômage et de la maladie d'Alzheimer. Voilà, je ne vous en dis pas plus, puisque pour l'instant, ce n'est pas fini. Ma sœur s'est fait carabosser, vous avez ramené quelques exemplaires, vous pouvez éventuellement les dédicacer pour les personnes qui le souhaitent à l'issue de l'Assemblée Générale, parce que vous restez avec nous, bien évidemment. Oui, avec plaisir, et avec Domiti, qui ferait un plaisir. Toi aussi, tu restes, Domiti, bah, bien sûr, super. Dédicacé. Allez, on peut encore les applaudir, s'il vous plaît, Clément et Domitil. Merci à vous. Et, merci. Merci à vous. À plus tard, donc, à l'issue de l'AG. Si vous pouvez laisser les micros pour ceux qui vont suivre, parce qu'il y a encore quelques intervenants qui vont s'exprimer sur la scène. Merci à vous. Merci, Président, pour ce rapport d'orientation. On se retrouve également un peu plus tard dans ce Vivement l'AG. Nous sommes dans la dernière partie, la dernière ligne droite, avec eh bien, notamment le rapport financier. Le rapport financier, et pour ça, eh bien, on va appeler Élodie Jalicou, qui est la directrice administrative et financière de l'association. On va également demander à Christian Vincent, sûr qu'il est avec nous, donc le trésorier de l'association, vient de nous rejoindre, et puis Agnès Imbert, commissaire aux comptes. Voilà. Et voici les voilà. On va leur donner un micro. Vous pouvez les applaudir, un peu comme les autres. Voilà, avancez-vous, Agnès et Christian. Si vous voulez même vous asseoir, allez, n'hésitez surtout pas. On va commencer par parler CEPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Le deuxième CEPOM actuellement est en cours. Il se terminera à la fin de l'année 2018. Et Élodie, lors de votre dernière AG, vous nous aviez parlé donc du gel du taux directeur et de cet engagement contractuel qui n'avait pas été respecté par le département de manière exceptionnelle. Qu'en est-il cette année ? Oui, alors en effet, lors de l'Assemblée générale de l'année dernière, nous vous avions expliqué que nous avions eu à absorber des mesures exceptionnelles, à savoir en effet un gel de taux directeur quand le contrat que nous avions initialement signé en 2013-2014 prévoyait que notre dotation devait être valorisée à hauteur de 1,20% par an. Et puis l'autre mesure exceptionnelle, c'était un abattement de 750 000 €. Alors cette année, enfin 2017, le département a reconduit l'une des deux mesures. L'abattement exceptionnel n'a pas été reconduit, mais le gel du taux directeur a été reconduit pour la deuxième année. Donc c'est évidemment un élément important lorsqu'on évoque le CEPOM et les éléments financiers. Et concernant le périmètre de l'ARS, sur des modalités un petit peu différentes, mais là aussi, les équilibres économiques qui avaient été dessinés au moment de la signature du contrat ont été un petit peu bousculés cette année, parce que pour l'ADAPI Noël, au moment de la négociation de ce CEPOM, donc en 2013-2014, les sommes versées par les départements au titre des jeunes de plus de 20 ans maintenus en IME et orientés foyer, et maintenus en IME faute d'autres solutions. On a parlé tout à l'heure des recettes Creton. Eh bien, ces recettes avaient été quelque part prises en compte comme concourant de manière structurelle à l'équilibre de notre CEPOM. Or, en décembre 2016, un décret a été pris, donc c'est une mesure nationale évidemment, et qui prévoit, en lien avec ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur les objectifs qui nous sont fixés, qui prévoit que la dotation que nous verse maintenant l'ARS est modulée à la baisse à due concurrence des recettes que nous recevons, donc au titre de ces Cretons. Et donc, comme je le disais, quand on avait dessiné nos équilibres financiers en 2013-2014, on n'avait pas tenu compte de cet élément-là. Donc évidemment, c'est aussi un élément important qui vient bouger les équilibres économiques.
Je vous rappelle simplement que ces recettes dites Creton, c'était 700 000 € en 2016, et on le verra tout à l'heure, c'est encore un peu plus de 500 000 € en 2017, donc vous l'avez compris, qui va être repris par l'Agence régionale de santé. Très bien, merci Elodie. On va donner la parole à Christian. Voilà, saisissez-vous du micro pour parler des appels à projets, puisque le périmètre évolue désormais sous l'impulsion des appels à projets, en lien avec les priorités publiques fixées par le plan régional de santé notamment. Et en 2017, donc, la DPI donc, a été retenue même pour 3 appels à projets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Christian? Avancez-vous. Je peux avancer. Oui, effectivement, à ce CEPOM 2014-2018 et aux particularités que vient de souligner Elodie en 2017, viennent s'ajouter effectivement des appels à projets qui modifient à la marge quand même le périmètre initial. Donc le premier appel à projet, il y en a 4. Le premier appel à projet s'est fait à la demande de l'ARS dans le cadre du plan autisme et suivant les grandes orientations donc, du PRS. Il s'agissait là de transformer des places IME en places IME autisme. Alors d'une façon concrète, il s'agit de 6 places pour Saint-Brieuc et de 4 places pour l'Oudéac. Donc pour un montant budgété de, je pense de mémoire, 282 000, donc je me trompe, là c'est 228 000 € par an. Ça, il s'agit du premier appel à projet. Le deuxième, toujours de l'ARS, et dans le cadre également de l'autisme. Il s'agit d'une mission appui autisme. Il s'agit là de venir en soutien des structures et des établissements qui accompagnent des personnes sans avoir toutes les qualifications nécessaires. Il s'agit surtout de mettre en exergue et en pratique les recommandations de bonne pratique, c'est le cas de le dire, de la Haute Autorité de Santé. Et à ce titre, l'IME de Saint-Brieuc et la masse de Paimpol, comment dirais-je, auront cette mission d'appui et de soutien. Alors le troisième appel à projet, toujours de l'ARS, ce qu'on appelle le CLACT, je ne sais pas voir, comment expliquer, c'est un contrat local d'amélioration, comment dirais-je, des conditions de travail. Et pour ce faire, ce sont 2 fonds, l'un lié à la formation qui va porter essentiellement sur les troubles musculo-squelettiques d'une part, et les analyses de pratique d'autre part, et ensuite sur les fonds d'investissement qui là, c'est plus dans le domaine matériel, il s'agissait d'équiper effectivement les maisons d'accueil spécialisées de rails plafonniers et de moteurs de levage. Donc en l'occurrence, ce sont les 2 masses, masse du Ilion-Saint-Brieuc et la masse de Paimpol, qui pour la somme de mémoire là aussi, de 82 000 € ont eu cet appel à projet. Et le quatrième, que j'aurais peut-être pu mettre en premier, du moment que c'est peut-être l'appel à projet pour rejoindre ce qu'il disait tout à l'heure, qui est en partenariat, il s'agit du PCPE. Ce PCPE qui est fait toujours à la demande de l'ARS, dans le cadre, là aussi, de la mise en œuvre des bonnes pratiques, dans le cadre également de la réponse accompagnée pour tous, dans le cadre également de la transformation de l'offre et de services, et tout ça pour éviter les ruptures de parcours, pour avoir, si possible, plutôt pour ne pas avoir de situation trop critique ou trop complexe. Ça a été attribué à Handicap 22, dont on parlait tout à l'heure. Or, dans cet appel à projet, il était nécessaire qu'il y ait un établissement médico-social qui soit porteur, et en l'occurrence, c'est notre association, l'ADAPI Noël, qui a été porteur donc, de ce PCPE. J'aurais dû d'ailleurs le dire en tout début, le PCPE, c'est pôle de compétences et de prestations externalisées. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est budgété à hauteur de 280 000 € à peu près par an. Voilà pour ces 4 projets sur l'année 2017. On peut souhaiter qu'il y en ait d'autres pour 2018 et les années à venir. Parce que les besoins, ils sont toujours là. Même si les offres arrivent, elles sont toujours quand même en retard par rapport aux besoins. Et si on veut voir des personnes accomplies, comme on l'a vu tout à l'heure, comme Yves Fichant, je crois qu'il faut encore et encore
qu'il y ait d'autres offres. Les besoins sont là, il faut que les autres suivent. Merci à vous et merci de définir les sigles, effectivement. Bien, alors pour l'instant, vous avez remarqué, on a réussi à vous faire un rapport financier sans quasiment parler de chiffres, mais on va y venir quand même. Donc je vous propose avec un petit diaporama de commenter quelques chiffres, mais rassurez-vous, on m'a demandé d'être très très synthétique. Voilà, donc ce qu'on vous présente là, c'est un extrait voilà, du rapport financier qui a été validé bien sûr par le conseil d'administration. Et on commence avec cette première diapositive sur une vision générale des résultats consolidés, tout périmètre confondu, donc des 3 dernières années. Donc vous le voyez, 2017 présente un résultat excédentaire de 555 158 €. Donc ça, c'est le résultat, encore une fois, qui a été présenté au conseil d'administration. Donc on le voit, hein, une grande variabilité des résultats au cours des 3 dernières années. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des variations, mais il faut quand même avoir en tête 2 points importants qui expliquent la variation entre 2016 et 2017. Un premier, je l'ai dit tout à l'heure, dans le résultat 2016, on avait 750 000 € d'abattement exceptionnel du département. On ne l'a plus en 2017. Et puis l'autre point, qui est un point important, c'est qu'en 2017, l'ADAPI Noël, comme les autres associations, ont été bénéficiaires pour la première année du crédit d'impôt taxe sur les salaires, qui est le pendant pour le secteur associatif du crédit d'impôt compétitivité emploi, et qui nous a apporté des recettes nouvelles à hauteur, là encore, de 750 000 €. Donc c'est des ressources que nous, on a bien évidemment rattachées à nos comptes 2017 et en face desquelles nous ne sommes pas venus mettre de dépenses spécifiques. C'est peut-être un point de différence parfois avec d'autres organismes gestionnaires. Donc on a entre 2016 et 2017 des produits supplémentaires, voilà, de manière assez significative. Je vous propose de regarder maintenant sur une deuxième diapositive à partir de quelles activités ont été constituées ce résultat. C'est quand même effectivement plus parlant et intéressant. Donc on a tout d'abord l'accompagnement social. Donc dans l'accompagnement social, c'est l'activité de nos établissements et services médico-sociaux qui sont dans leur très grande majorité maintenant sous le CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, et puis quelques-uns qui ne le sont encore pas. On constate donc un résultat excédentaire de 342 803 € donc, en 2017. Alors on le fait chaque année, et cette année je vais y passer un peu moins de temps, et puis j'y reviendrai en conclusion. Je voudrais simplement rappeler que dans ce résultat comptable de 342 803 €, il y a un certain nombre d'éléments, que ce soit des produits ou des charges, qui ont un caractère non pérenne, dont des éléments très très significatifs. Je rappelle notamment que sur le précédent CEPOM, nous avions dégagé des excédents que nous reprenons chaque année au cours de ce deuxième CEPOM par 5e. Et c'est un peu plus de 500 000 € voilà, que l'on reprend. Donc vous voyez que notre résultat est très 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 largement constitué de cette reprise, puisque la reprise est même supérieure au résultat. On a aussi, comme chaque année, veillé à poursuivre les actions d'optimisation fiscale, tout à fait légales, je vous rassure, qu'on pouvait mener, mais ça nous a amené cette année encore un peu plus de 300 000 € de produits qui correspondent à des arriérés sur 3 années, donc qui ont une nature évidemment exceptionnelle. Et puis, dans ce résultat, et on y reviendra à la fin, j'ai mes 540 000 € de recettes Creton. Donc vous voyez que ce résultat comptable de 342 000 €, voilà, il y aurait beaucoup de choses à en dire pour analyser son caractère structurel. On dégage comme, à nouveau, cette année, un résultat de production donc, généré par nos activités de production d'ESAT, d'EA et d'insertion excédentaire à hauteur de 355 273 €. On est là dans la droite continuité de tout le travail qui a été engagé ces dernières années dans la démarche ESATCO. Je crois que c'est un des éléments d'illustration aussi de la question de tout à l'heure. Voilà, quelle plus-value à cette démarche, elle se traduit aussi au niveau économique, parce que vraiment on est dans quelque chose là qui est structurel, qui est pérenne. On l'avait dit l'année dernière et c'est encore vrai cette année. Notre résultat n'est plus généré par un site ou par une filière. On est vraiment sur quelque chose qui devient robuste, puisque voilà, tous les sites concourent à la réalisation du résultat et les filières également. Alors c'est un résultat pour ceux qui ont peut-être en tête les chiffres de l'année dernière, qui est en léger repli tout de même, et la variation s'explique principalement par des évolutions au niveau de la masse salariale.
Ensuite, nous avons une activité spécifique qui est une activité ADAPI Nouvelle Formation qui dégage cette année un déficit à hauteur de 137 000 euros. ADAPI Nouvelle Formation, je l'avais l'année dernière présenté en même temps que les résultats de production, car dans les deux cas, on est sur des activités qui relèvent de notre gestion propre. Et puis, pour finir, le budget de la vie associative qui, lui, génère cette année un déficit de 5 000 euros. Alors, je le disais tout à l'heure, dans notre résultat d'accompagnement social, on a notamment les recettes qui sont liées donc, aux amendements Creton. Et donc, je vous propose, avec une diapositive suivante, un point qui est important. Je l'ai dit tout à l'heure, les chiffres qui sont là sont ceux qui ont été présentés et validés au conseil d'administration, en sachant qu'on a passé du temps sur le contenu et le détail des chiffres. Et entre-temps, entre le conseil d'administration et aujourd'hui, l'ARS nous a demandé de passer une écriture, de passer une provision au titre donc de ces recettes Creton que l'on a perçues en 2017 et qu'elle va nous reprendre en 2018. Donc on a effectivement passé cette écriture à hauteur de 541 545 euros, ce qui fait qu'au niveau des résultats que vous avez entre les mains pour affectation, puisque vous allez dans cette assemblée générale devoir approuver donc un certain nombre de résolutions et notamment celles sur les résultats et l'affectation des résultats, on vous demande d'affecter les résultats suivants. Donc un déficit de 198 742 euros au titre des activités d'accompagnement social et un excédent au titre de la gestion propre, donc constitué à la fois des résultats ESAT1, insertion, ADAPI, Nouvelle Formation et vie associative, excédentaire là de 212 355 euros. Voilà ce que je pouvais dire sur ces résultats. Voilà, des résultats effectivement qu'on voit sur le grand écran, l'accompagnement social notamment, et vous l'avez dit tout à l'heure, le CEPOM donc, a été chahuté. Et une dernière question, quelle lisibilité on a sur le prochain CEPOM? Alors oui, effectivement, je le disais tout à l'heure, on est dans une période de turbulence, en tout cas de transition, on va plutôt le dire comme ça. Et puis aujourd'hui, ce futur CEPOM qui démarrera au 1er janvier 2019, on est en plein travail de négociation avec nos financeurs. Donc on va se garder de toute conclusion à ce jour, mais peut-être simplement se donner quelques grands points de repère. Alors si d'abord on dresse les points de repère de l'environnement. Alors du côté de l'ARS, aujourd'hui le message est clair et consiste à dire que sur le dispositif existant, il n'est pas envisageable d'avoir des moyens nouveaux pérennes. Les seules sources de moyens supplémentaires seraient à chercher dans la transformation de l'offre, on en a beaucoup parlé, ou seraient à chercher dans des crédits non reconductibles. Bon, c'est un point important. Nous continuons aussi à faire valoir que voilà, nous sommes dans un cas un peu spécifique sur la question de ces recettes Creton. Donc on continue à travailler sur ce volet-là. Et puis du côté du conseil départemental, le conseil départemental a réuni l'ensemble des organismes gestionnaires il y a quelques semaines, nous rappelant ses propres contraintes budgétaires et ses propres engagements contractuels avec l'État. Et sur ces bases, nous a annoncé un nouveau gel du taux directeur pour 2018 et nous disant qu'à ce jour, avec les éléments dont il dispose, il ne pouvait pas aller au-delà d'un engagement de maintien des ressources voilà, sur les prochaines années. Donc voilà un petit peu quel est déjà le périmètre au niveau externe. Donc voilà, on a compris un environnement financier externe contraint, en tout cas beaucoup plus contraint peut-être que les 10 dernières années, bon, avec quand même pas de réduction de moyens, ce qui est le cas dans certains territoires. Donc ça c'est déjà un premier point. Et puis du coup, après nous, quels sont les points d'appui internes sur lesquels on peut se fonder pour traverser ce contexte? Eh bien, d'abord se rappeler que l'association dispose de fondamentaux économiques et bilanciels qui sont bons et qui restent bons. Je n'ai pas fait forcément cette année un grand point sur effectivement le ratio d'autonomie financière, le taux d'endettement, mais on reste à peu près dans les mêmes niveaux que l'année dernière. Donc on a encore des ratios bilanciels qui sont bons, une capacité d'autofinancement qui en consolidé est tout à fait bonne aussi. Donc on a évidemment des points d'appui qui sont bons. Je viens de le dire, on a des résultats de production qui sont maintenant structurellement excédentaires. C'est évidemment un point d'appui qui est important. Et puis, on commence à voir effectivement des résultats d'accompagnement social structurellement déficitaires. Donc, bien sûr, un point de vigilance, mais dans une proportion, vous le voyez, qui, au regard de notre volume,
voilà, et notre masse budgétaire sont des points d'attention sur lesquels il va falloir travailler, mais évidemment, il y a tout à fait lieu de trouver la voie de rétablissement de ce déséquilibre. Donc simplement, voilà ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'effectivement, on est dans un contexte qui évolue, que l'on a des points d'appui, des points de vigilance, et qu'on continuera à travailler ces points de vigilance dans nos négociations CEPOM, mais que l'on doit aussi prendre nos responsabilités et se donner les moyens d'identifier et d'actionner les leviers internes de performance, car il y en a. Et ça rejoint aussi en ça le plan stratégique que l'on s'est donné, mais je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard sur le volet financier. Très bien, merci Élodie Jalikou pour ce bilan financier. On va demander à la commissaire aux comptes de se saisir maintenant du micro. Parole au commissaire aux comptes. Alors Agnès Imbert, on a entendu dire qu'il y avait des modifications dans le rapport sur les comptes. Quels sont précisément ces changements ? Oui, alors effectivement, pour le rapport sur les comptes clos au 31/12/2017, il y a des nouveautés voulues par le législateur, c'est-à-dire que le rapport tel que je vous l'ai présenté l'année dernière dans son fond et dans sa forme ont été modifiés sur plusieurs axes. Alors autant effectivement en parler ou au moins présenter les modifications dès le départ pour l'information de tout le monde. Donc dans un premier temps, on a une modification de forme. Jusque-là, ce n'est pas très compliqué. Auparavant, on présentait notre travail, on expliquait ce sur quoi il se basait, comment on travaillait, et on donnait notre opinion. Le législateur a voulu qu'on soit plus rapide dans la présentation de notre opinion, et donc qu'il n'y ait plus de suspense, en fait, c'est ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc le rapport va commencer par l'émission de l'opinion, directement. Ça, c'est pour la forme, et pour le fond, le législateur a voulu que, lors de l'Assemblée générale, nous transmettions effectivement certaines nouvelles informations qui sont notamment un focus sur la responsabilité des membres du conseil d'administration et de ce qu'on appelle la gouvernance d'entreprise, la responsabilité également du commissaire aux comptes dans son travail et dans tous les contrôles qu'il peut mener au sein de sa mission. Et puis, rappeler une grande règle qui était déjà dans nos normes et dans nos textes au préalable, mais qui n'était jamais mentionnée en Assemblée générale. Cette grande notion, c'est l'indépendance, maintenant je vais vous évoquer directement dans le propre du rapport. Plus de suspense, plus de préambule. Vous commencez par donner votre opinion, on vous écoute. Voilà, donc je vais vous faire lecture effectivement de mon rapport. Et donc, sans surprise, je commence par l'opinion. Donc j'espère quand même que après l'opinion, vous serez quand même attentif sur la suite, parce que ce serait dommage. On reste attentif. Donc voilà, en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, donc nous avons effectué l'audit sur les comptes de l'ADAPI Noël au 31 décembre 2017. Et donc nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et du patrimoine de l'association. Ça, c'est donc pour l'opinion. Concernant nos travaux, ils ont effectivement respecté les référentiels d'audit, les textes légaux et réglementaires. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de changement. En ce qui concerne la justification des appréciations, c'est-à-dire comment nos travaux ont été orientés, qu'est-ce que nous souhaitons vous communiquer en Assemblée générale, eh bien, conformément à la loi, donc nous avons orienté nos travaux sur l'analyse de la variation des fonds propres associatifs, conformément à la réglementation comptable des établissements sociaux et médico-sociaux, laquelle réglementation est un peu particulière, comme vous avez pu le constater. Et puis nous avons exploité la demande d'information qui a été faite auprès des établissements bancaires afin de vérifier l'existence des comptes bancaires et la confirmation des soldes et des emprunts en cours. Concernant les comptes, nous avons juste une observation, mais c'est uniquement une observation pour mentionner effectivement et pour appuyer ce qui vient d'être précisé par Élodie Jalikou, sans remettre absolument en cause l'opinion qui vient d'être donnée. Nous attirons juste l'attention sur l'écriture qui a été passée post-conseil d'administration à la demande de l'ARS concernant
la reprise, eu égard dans les IME, au titre des résidents Mandement-Creton. Voilà, je ne reviens pas dessus, tout le monde en a parlé, mais je voulais juste faire la précision. Vous parlez maintenant des nouveautés de ce rapport. Voilà. Donc les nouveautés, l'indépendance. La loi a voulu effectivement qu'on rappelle, alors ça, il faut juste regarder dans l'environnement national et international ce qui a pu se passer en fonction de certaines affaires, et voilà. Donc la loi nous a demandé, le législateur a demandé à ce qu'on mentionne en Assemblée générale le fait que nous sommes indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que sur la période applicable à partir du 1er janvier jusqu'à la date d'émission de notre rapport, nous n'avons pas fourni de services interdits, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu l'occasion de donner à l'ADAPI des services qui pourraient par la suite nous être reprochés ou qui pourraient nous mettre dans une situation de juge et partie. Ça, c'est pour l'indépendance. Concernant effectivement les responsabilités, donc la loi demande mention et le rappel des responsabilités de ce qu'on appelle la gouvernance d'entreprise, c'est-à-dire le conseil d'administration dans son ensemble. Alors ce n'est pas une nouveauté. Je pense que votre conseil d'administration est suffisamment présent et suffisamment conscient du travail qui est réalisé et des responsabilités qui lui incombent. Mais voilà, je rappelle, conformément aux textes légaux, que cette responsabilité existe. Et la deuxième grande responsabilité donc, concerne les travaux faits par le commissaire aux comptes dans l'objectif ultime d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes sont réguliers et sincères, et donc tous les travaux qui sont mis en œuvre conformément à nos règles. Voilà. Je ne vous fais pas une lecture exhaustive, je sors juste les grands principes voulus par le législateur. Donc vous nous avez parlé des changements sur le rapport des comptes. Qu'en est-il concernant le rapport spécial sur les conventions réglementées? Voilà, donc deuxième rapport auquel vous êtes également habitués, le rapport sur les conventions réglementées, qui lui n'a eu aucune modification. Il est conforme à l'année antérieure et aux années antérieures dans la globalité. Donc les conventions réglementées, voilà, ce sont les conventions qui peuvent exister entre les membres de votre conseil d'administration et d'autres structures dans lesquelles ces mêmes membres de conseil d'administration pourraient exercer des fonctions d'administrateurs ou autres. Et concernant ces conventions, comme les années précédentes, ce rapport est constitué de la particularité du secteur médico-social qui nous demande de rappeler les contrats de travail qui peuvent exister entre votre association et les principaux directeurs d'établissement, et donc les rémunérations qui sont attachées à ces contrats de travail. Comme effectivement il y a un certain nombre de personnes concernées, ce qui n'est d'ailleurs pas une surprise, voilà, nous avons mené nos travaux, nous avons collecté les informations, et donc comme ce serait un petit peu une liste à l'après-vert, et je sais qu'on est un petit peu pris par le temps, voilà, je rappelle dans les différents établissements les directeurs ou directrices, ainsi que les contrats de travail et les rémunérations attachées à ces contrats. Comme ça, on est complet, effectivement, sur ces changements, ces modifications. Merci Agnès Imbert. Merci Élodie Jalicou. Merci Christian Vincent pour ce rapport financier. À tout à l'heure, après Vivement l'AG, qui attaque maintenant le dernier chapitre. Mais avant cela, on va vous présenter les candidats donc, au CA avec... les votes, les élections, donc les candidats au CA. Monsieur Hervieux, vous êtes confortablement installé, tout se passe bien. Voilà, bon, ben on va regarder ensemble les candidats donc, qui vont s'afficher devant vous. Ils sont 12 candidats au conseil d'administration. On commence par Pierre Brille. Aude Causanet, vous pouvez applaudir en fonction des affinités. Jean-Pierre Guivarch, Catherine Aymon, Monique Josselin, Roland Lemoignic, Sergine Masson, Marie-Claire Névaux, Christian Renoncet, Philippe Saillet, Isabelle Tronel et Anne-Marie Vaujumel. Voilà, le compte est bon, ça fait 12. Donc les secrétaires et autres personnes qui ont les boîtes blanches sont en train de faire circuler donc
tout ça dans les rangs. Vous pouvez donc voter. On va peut-être donner un peu plus de lumière dans la salle, juste pour que les personnes puissent faire leur choix. Et quant à nous, eh bien, nous allons tout simplement enchaîner avec la suite de Vivement l'AG avec notre président, toujours confortablement installé. Bonjour, je m'appelle Justine Volé, je vis au foyer de la fraternité. J'ai une question, si demain j'ai un amoureux et qu'il vit dans une autre association, comment on fait pour vivre ensemble? Voilà, comment on fait pour vivre ensemble si demain mon amoureux me rejoint et qu'il fait partie d'une autre association? Qu'est-ce que vous répondez à ça, monsieur Hervieux? Bien. J'ai pas de solution comme ça, j'ai pas la clé de tous les appartements. Mais bon, nous développons au travers de Habitat Handi Citoyen, donc qui est une des solutions que nous mettons en œuvre déjà depuis 3 ans, la possibilité pour les personnes qui voudraient vivre en couple, eh bien, d'avoir un appartement suffisamment grand et suffisamment équipé pour vivre cette vie qu'ils désirent mener. Au sein de nos établissements, c'est beaucoup plus difficile puisque, à la base, quand nous les avons créés, les foyers n'étaient pas dimensionnés pour la vie en couple, mais rien ne s'oppose, s'il y avait un désir de vie en couple, eh bien, de le faire. Merci, monsieur Hervieux, pour cette réponse au Skype qui ont été projetées.